aux yeux, tu sais. Who's talking of women? I said wife. A queen to breed a king's son for the king. Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. La mer, c'est plus loin, c'est plus profond. Après tout, hein, c'est pas une catastrophe, l'amour. Et on a beau dire, dans le fond, ça arrange bien des choses, l'amour. I'm sorry, Mr. Baxter. Miss Kubelik, what are you doing on a bed? I didn't know. I had no idea this was your apartment. Here, let me help you. Eh, dites donc, les gars, il y a une place à prendre. Une bonne petite place, un bon petit boulot. Avec des heures supplémentaires. Alexandre Troneur, peintre et décorateur de cinéma. C'est plus de 70 films. Il a obtenu un Oscar et 2 Césars. Alexandre Troneur, c'est 50 ans de cinéma. De Quai des Brumes, Hôtel du Nord, Les Enfants du Paradis avec Carnet Prévert, jusqu'à Coup de torchon, Monsieur Klein et Subway. En passant par Hollywood et les films d'Orson Welles, de Billy Wilder, de John Huston et bien d'autres. Alexandre Troneur est né en 1906 à Budapest. Jeune étudiant des Beaux-Arts, juif hongrois, il fuit le régime fasciste du régent Horthy et débarque à Paris en 1925 pour devenir peintre. Il remplace au pied levé un ami sur un décor de film de Lazare Merson. Et le décorateur le prend sous son aile, le cinéma rentre dans sa vie. Carnet, Prévert deviennent ses amis. Les deux hommes écrivent des films et Troneur, lui, en dessine les décors. Drôle de drame est le premier film qu'ils font ensemble. Et durant 10 ans de cette collaboration, naîtra des joyaux du cinéma français, Quai des Brumes, Le jour se lève, Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis et quelques autres. On appellera cette période le réalisme poétique. Moi, je considère le réalisme un élément, mais il faut aller plus loin. Le public doit y croire. C'est ce que j'appelle le réaliste. Il doit croire qu'on est dans une rue, on est dans un appartement, on est dans un escalier. Il ne faut pas le décevoir. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on triche avec ces choses, ça, c'est notre métier. Les enfants du paradis, même aujourd'hui, il y a le magie de l'histoire, le magie de la mise en scène, la magie de l'écriture, les dialogues. Dans l'histoire du cinéma, c'est quand même un élément très important. Ça veut dire qui est le plus connu au point de vue mondialement connu. Les Enfants du Paradis, c'est une entreprise absolument extraordinaire. Pour son ambition en pleine occupation, mais assez extraordinaire aussi pour son histoire. Troneur, qui jusque-là, il avait préparé le film, mais il l'avait préparé dans la clandestinité, mais il l'avait préparé dans une clandestinité que beaucoup de gens connaissaient. À la limite, il pouvait, la nuit, venir voir au studio comment les décors se montaient. Dès que les Allemands sont arrivés à Nice, ça a été fini. Ce qui est en jeu, c'est quel est le rôle de Troneur dans Les Enfants du Paradis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle est le même que pour beaucoup d'autres films où il faisait la partie intellectuelle ou artistique du projet, c'est-à-dire il concevait globalement une ligne directrice, il concevait les grands décors. Dans le cas du boulevard du crime, les implantations, c'est du pur Troneur. Et puis après, eh bien, effectivement, il n'assurait pas la réalisation, la construction. Mais c'est ce qu'il a fait pour d'autres films hors de l'occupation. Il fallait faire le boulevard du crime parce que toute l'histoire passait dans ce boulevard. Il fallait le faire. Le gros problème, c'était le ciel bleu du Midi. C'est le ciel le plus antiphotogénique.
qu'on peut imaginer. Et heureusement que cette époque, le ciel n'était pas photographié en couleur et en noir et blanc. On a pu éviter le ciel contrasté. Il fallait que le décor soit situé à une certaine direction. Il était du levant au couchant. Le décor était assuré. Il était composé à cette façon pour contrebalancer la brutalité du contre-jour. Ça veut dire que c'est une sorte de grille qui s'est créée comme ça quand on regarde comment le décor était dessiné. Je pense qu'on avait 80 mètres sur le terrain en toute longueur totale. Le 80 mètres, évidemment, les derniers 20 mètres étaient en trompe-l'œil total. Mais il y avait quand même assez quand on voit la foule qui évolue, les carrosses qui partent. Tout ça, c'était quand même un volume assez impressionnant. À l'époque, les gens se souvenaient, les gens du métier se souvenaient que c'était quand même un film qui avait été, dans la production, avait été commencé par les Italiens. Tout ça était un petit peu ambigu et c'était bien de pouvoir mettre en avant que c'était un film dans lequel il y avait deux juifs qui avaient joué un rôle absolument essentiel. D'une certaine façon, ça faisait du film un acte de résistance, alors qu'il avait bien quelque part été un acte de résistance, mais il avait été un acte de témoignage en la pérennité du cinéma français. Moi, je suis devenu optimiste pendant la guerre. Je n'ai pas perdu de l'espoir parce que j'étais avec des gens magnifiques. On riait beaucoup. On était toujours étonnés qu'on est en vie. Alors c'est pas mal, vous savez, quand même. Ça nous donnait assez de satisfaction. Et les gens qui m'ont entouré étaient absolument magnifiques. Cette rencontre avec Prévert, c'était le plus formidable rencontre de ma vie. C'est devenu le meilleur ami et l'homme avec qui a eu le plus d'influence sur moi. Le mot décorateur est un mot qui... On pense toujours à un décorateur de la Légion d'honneur ou n'importe quoi, vous comprenez. Décorateur, c'est un mot mal fait, parce que trop... Ici, les décorateurs, c'est comme ça qu'on appelle. Son travail, oui. Non, c'est-à-dire qu'il est peintre, il est architecte, et puis autre chose, en plus. C'était sur le terrain de Billancourt. C'est le même endroit où on a construit plus tard le jour se lève, le décor de jour se lève. Alors c'est un décor quand même, on devait aller à peu près 70 mètres de profondeur. On a tout utilisé, mais je sais que dans les éloignements, dans la perspective des maisons, j'ai inclus les vraies perspectives des maisons qui existaient au fond. Mais le décor est composé d'une telle façon que ça ne sent pas, que ça fasse un ensemble. L'inspiration du réalisme poétique, c'est l'esprit. C'est l'esprit de raconter une histoire, a priori, qui pourrait être normale, comme Amélie. Ce n'est pas un conte de fées comme j'ai entendu, ça pourrait exister, une histoire comme ça, mais de la décaler au niveau des dialogues, du visuel, de la poésie. Voilà pourquoi le réalisme poétique. C'était l'époque où on tournait des comédies ensoleillées sur la Côte d'Azur, en robe du soir, en smoking, enfin, ce qu'on disait le luxe alors. Puis moi j'arrivais avec ma brume, mon réverbère, mon pavé mouillé, les scènes d'amour dans l'arrière-port, et tout ça semblait assez nouveau, assez révolutionnaire, dans la forme comme dans le fond d'ailleurs, comme dans l'atmosphère. Il y a 100 000 façons de tricher, mais ce n'est même pas tricher, c'est donner des illusions.
on amène l'imagination des gens qui voient ces choses. Alors ça, c'est réellement le travail d'un décorateur. Le travail d'un décorateur de cinéma, c'est donner l'illusion autour des acteurs. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui voient en noir et blanc. Les gens voient toujours en couleur. Et on a toujours travaillé en couleur, même quand c'était photographié en noir et blanc. Par exemple, on aurait pu maquiller les gens en noir et blanc. En disant que ce sera plus simple, on les a toujours maquillés en couleur. Il n'y a pas de raison que tout ce qui est autour des acteurs soit en noir et blanc. En plus, le noir et blanc, c'est une sorte de, si on veut, simplification de gamme spectrale. Mais la vision humaine est toujours en couleur. Alors, ce qu'on se demande toujours quand on regarde les maquettes des décorateurs, c'est pourquoi elles sont comme ça, peintes en 2 dimensions, sur une feuille de papier sans épaisseur, alors que le décor, c'est du volume. Et il me semble qu'il y a une réponse assez simple, qui est que les décorateurs, ils savent très très bien que c'est pas la réalité qui donne à voir, c'est pas la réalité qui propose aux metteurs en scène ou aux producteurs, c'est l'image qu'ils auront sur l'écran. Ils figurent la promesse d'une image. Alors, Le jour se lève de Carnet, c'est un assez bon exemple, en fait, de comment on fabrique un espace à partir d'un imaginaire. Parce qu'en gros, le scénario de Jacques Viot était clair dans les contraintes. Une première contrainte, il fallait que ce soit le bout de la ville. Et il faut qu'on sente cette frontière. Et la solution de Troneur pour qu'on sente cette frontière, c'est le terminus de la ligne de tramway qui fait qu'il y a la grande boucle au fond et on repart dans l'autre sens. Donc on ne peut pas aller plus loin, tout de suite. Le deuxième, elle était dramatique, c'est comment est-ce qu'on va faire de ce type dans sa chambre quelqu'un qui est tout seul. Dans l'idée d'origine de Viot, l'appartement de Gabin était au premier étage. De la maison. De la maison. Et moi, j'ai eu le sentiment que ça ne peut pas être au premier étage, d'abord parce qu'il est très près, secondairement, il n'y a pas de danger qui arrive, il faut que ça soit le dernier étage quelque part. Et petit à petit, on a commencé à développer, j'ai dessiné les premiers projets, et tout le monde a admis que c'est la solution juste. Tout est dans la maquette. L'immeuble est tout seul, l'immeuble est isolé, l'immeuble est absurde. Comment imaginer cet immeuble tout seul au bout comme ça? Sauf que c'est une figuration dramatique d'une situation morale. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? Il va se foutre par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je peux pas me mettre curieuse, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Construire cet immeuble en hauteur, ça pose de vrais problèmes qui sont d'architecture, d'ingénierie. On construit en réalité non pas un immeuble, mais une façade d'immeuble. Si on rajoute un étage, ça a du coup, parce qu'effectivement, il faut renforcer la structure, faire qu'elle résiste au vent, faire qu'elle résiste à tout ce qui va pouvoir la menacer. Et puis, ça a un coût. Et le producteur nous disait, vous voyez un homme mort devant vous. Si vous ne coupez pas un étage, je me suicide. Alors, Jacques l'a dit, écoutez, monsieur,
On a vu des gens suicider, on a vu des écrivains, des acteurs, mais on n'a jamais vu un producteur se suicider pour cette sorte de dépense. Alors après, on peut dire, ah ouais, mais faire un étage de plus, est-ce vraiment nécessaire? On pourrait économiser en faisant un de moins. C'est pas difficile de dire on en fait un de moins, mais ce sera 20% moins efficace dramatiquement. Finalement, le film a été fait, le film a été tourné comme il fallait, et le producteur était très fier de l'objet. Il était très fier. Là, il va plus loin que son rôle de décorateur. Pratiquement, il participe à la dramaturgie du film. C'est un acte de création de scénariste, parce que mettre Gabin au 5e étage, ça change tout. Ça change sa perception des choses, ça change la perception qu'a le spectateur, ça contribue vraiment à l'isoler, ça donne l'émotion du film. C'est une idée géniale, et qui devient, c'est une idée qui est Tronner, qui n'est pas de Prévert. Et c'est une idée qui va comme aiguiser le scénario de Prévert. Et je pense que Tronner était souvent responsable d'idées comme ça. 13e fois. Quand on a préparé Othello, j'avais envie de faire une scène dans un bain turc, un hammam. C'était une idée. Bon, je trouvais que ça peut être merveilleux, faire une scène de poursuite, vous savez, avec les gens qui sont dans la vapeur, un peu, qui disparaissent. And what can you shoot in a costume movie without costumes? There's only one place you can possibly be. That is with a lot of people. If it's just 2 people, there's an obvious solution. But when there's a crowd of people, there's only one possible place where people can be nude. And that's a Turkish bath. So we invented the Turkish bath. Il est clair que Orson Welles est parti de Shakespeare et qu'il devait y avoir une scène dans la rue où Roderigo essayait d'assassiner Cassio et se faisait lui-même tuer par Iago. Bon, la scène est chez Shakespeare. Il a bien fallu que quelqu'un propose que ce soit dans les bains. Et ce quelqu'un l'a proposé très en amont, parce que dans les dessins préparatoires de Tronner, il y a déjà les bains turcs. C'est un des hommes les plus forts, qui avait une émotion, une puissance émotionnelle le plus fort, avec tout ce que ça comporte, avec sa ruse, sa fourberie, ses flatteries, tout ça, c'est un ensemble qui se crée, mais c'est un monde qui existe, c'est un monde quand même qui est, je pense, sur le plan cinématographique, un des plus importants. Et Tronner, c'est extraordinaire. Il propose à chaque fois. Après, on peut revendiquer l'idée de tel ou tel truc, et peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il l'a apporté. Est-ce que c'est la suite d'une conversation avec le réalisateur, ou est-ce qu'il l'a proposé en amont et que le réalisateur, d'un seul coup, en fait sa propre idée? Mais c'est ça qui est bien avec ce genre de gens, c'est qu'il y a à voler absolument à toutes les pages. Il y a à apprendre. C'est un grand magasin ouvert et tout est gratuit, quoi. Après, il n'y a plus qu'à se servir. Alors, ce dessin-là, moi, je l'ai connu tout jeune parce qu'il était dans son appartement, cette maquette. Et ça m'a toujours fasciné, cette maquette. On est dans Cyrano de Bergerac d'Orson Welles, que Welles a finalement jamais fait, qui aurait dû être fait avec Alexandre Corda. La maquette s'arrange pour dire, voilà, on va voir le Pont Neuf avec Paris au fond, Notre-Dame de Paris pour qu'on soit sûr que c'est Notre-Dame, avec les berges, avec le carrosse qui part, avec une passerelle. Mais on va pas voir beaucoup la scène, parce que la scène, c'est drôlement embêtant à faire pour un décorateur. La flotte qui coule, c'est pas facile. Non, c'est un des grands décors qu'on regrette qu'il n'ait pas fait. C'est sûr, oui. Oui, c'est vrai. Encore avec ce ciel jaune qu'il aime tellement à ce moment-là, qui est quand même extraordinaire. En fait.
Et c'était un projet d'une ambition folle. La quantité de décors et le luxe de détails des décors, ça c'était gigantesque à construire. Ça devait être le film le plus cher qu'on a fait. Ça veut dire, Alex Kodaki m'a dit, t'occupe pas le prix qu'autant, fais ce que tu as envie. Alors, évidemment, il ne fallait pas m'encourager. Les films en studio étaient chers parce qu'il fallait reconstituer les décors, mais eux, ils le faisaient aussi pour des raisons pratiques. Quand ils reconstituent le métro de Barbès dans Les Portes de la Nuit, c'est parce qu'ils n'auraient pas pu tourner dans le vrai métro. Il fallait tourner la nuit, le temps d'installer l'éclairage, c'était juste pas possible, quoi. Donc il y avait un côté fonctionnel, pratique, mais ça coûtait évidemment cher. L'action passe au métro Barbès. D'abord, est-ce qu'on peut tourner dans une station réelle? La réponse est oui, mais à quelles conditions? On était obligé de bloquer la station pour le public. On pouvait travailler à partir de l'heure que le métro s'arrête, ça veut dire à partir de minuit et demi, jusqu'à 5 heures, qu'il recommence à marcher. On a calculé que tant qu'on monte l'équipement, tant qu'on enlève l'équipement, il nous restera même pas 1h30 de travail dans la journée. Moi, j'étais très attaqué pour ça. Tout le monde disait, mais quelle fouille, le métro est là. Seulement, ils n'ont jamais réfléchi qu'il y a des choses très compliquées à tourner. Il ne faut pas oublier non plus que le matériel d'éclairage et de l'optique était beaucoup plus primitif que maintenant. Maintenant, il y a une grande évolution dans la rapidité d'émulsion. Ça veut dire qu'on met beaucoup moins de lampes qu'on mettait à l'époque. Donc, il me disait, mais ça aurait coûté 10 fois plus cher de tourner dans une vraie station de métro. Et donc, les critiques, les gens de cinéma qui écrivent ça, sont des gens qui ne savent pas comment se fabriquent les films et qui ne réfléchissent pas. Donc, Troner, là, en effet, il utilisait le studio parce que c'était une manière aussi de rendre le metteur en scène confortable. D'ailleurs, le cinéma, c'est toujours tout ce qu'on dit. Dès que tu as une idée, c'est l'argent qui rentre en jeu. On dit quel est le plus intelligent, quel est le plus sûr et quel est le moins cher. Là où notre stress est très très fort à la déco, c'est au moment quand on crée les budgets, au moment des devis. Et là, on a une responsabilité qui est parfois terrible parce que des fois, il faut expliquer qu'à cause de notre budget, à cause du devis, à cause de ce qu'on pense qu'il faut pour le film ne va pas se faire. Et cette responsabilité-là, elle est terrible. Et on est toujours au moment où l'échelle du film va être déterminée. On est les premiers, en fait, à incarner la réalité du film. On est les premiers, on est dans les discussions pour dire si le film va être en décor naturel ou en studio, combien de studios, combien de plateaux, combien de temps. Et cette responsabilité-là, elle est assez terrible. Troner, qui était futé, avait parfaitement bien compris que le cinéma français était en train de changer. Et il est probablement celui qui a le mieux réalisé qu'il appartenait à un cinéma qui était en train d'être mis sur le côté. Au début des années 50, Prévert se remet d'un grave accident après une chute qui le plonge plusieurs mois dans le coma. Carnet ne renoue pas avec les succès. De son côté, Alexandre Troner travaille avec des metteurs en scène exilés aux États-Unis qui viennent tourner en Europe. Anatole Litvak, Fred Zinman, Billy Wilder. Et arrive le jour où Howard Hawks lui propose La Terre des Pharaons, un projet colossal qui fait entrer Troner dans le cinéma hollywoodien. Ses amitiés et sa capacité à gérer d'énormes décors l'amènent à s'installer aux États-Unis. Par exemple, La Garçonnière. Alors ça, c'était
quand même le paradoxe. Wilder, qui lui vivait aux États-Unis depuis très très longtemps, s'adresse à quelqu'un qui n'a pratiquement jamais vécu aux États-Unis pour construire l'espace le plus américain qu'on puisse imaginer. Et tout le film, c'était un enchantement parce qu'il y avait beaucoup de décors. Il y avait le hall d'hôtel, tous les rues de New York, c'était en découverte, qui était éclairé. Après, il y avait l'appartement sordide qui était des anciens palais délabrés. Alors, c'est l'astuce que j'ai trouvée pour le décor, pour faire comprendre que c'est un homme en réalité qui n'a pas un chez-soi. C'est un petit gars qui ne gagne pas beaucoup d'argent, ça veut dire ces meubles, c'est des meubles qui sont vieillis, où le fauteuil est usé, il n'y a pas de fond. Qu'est-ce qu'il amène avec lui comme nouveauté? Alors moi, j'ai trouvé l'astuce, c'est les reproductions de différents peintres, disons de Chagall, etc. Comment est-ce qu'il indique que ce sont des reproductions? Eh bien, ce sont des feuilles sans épaisseur. Il y a soit des scotch, soit des punaises qui sont détachées. C'est de l'appartement d'un vieux garçon qui a ses habitudes, qui laisse traîner les choses. Tout à fait l'opposé de l'autre Amérique qui est donnée dans la grande maquette des bureaux, où là, c'est l'Amérique telle qu'elle veut se donner à voir. Un modèle d'efficacité géométrique, il n'y a pas un grain de poussière probablement qui est mort, et on se dit qu'il y a des filles qui passent toutes les 10 minutes pour vider les corbeilles à papier. Wilder m'a dit que je veux faire un film sur un homme tout seul dans une foule. C'est un employé de banque absolument anodin. Le problème, c'était faire le plus grand bureau du monde. Finalement, j'ai dessiné le bureau qui donnait un volume très grand où la perspective jouait un très grand rôle. Le décor, c'était le plafond. Et j'avais des ingénieurs qui étaient des chefs constructeurs qui m'ont fait un plafond très léger en aluminium qui était suspendu entièrement en perspective. Et ce travail était vraiment un chef-d'œuvre de la précision qu'on peut faire au cinéma, ce qu'on appelle un décor de bravoure. Donc on a un espace qui est une aire de jeu, qui fonctionne à l'échelle, qui est, on voit bien, juste dans ses proportions. Et puis il arrive un moment, et en général dans les maquettes d'Alex, il indique toujours un peu subtilement à quel moment se termine l'échelle 1. Et on change de couleur, ou on crée un peu de brume atmosphérique. Et tu sais que dans le fond, alors bien entendu, tous les bureaux étaient construits de plus en plus petits. Oui, à l'échelle. Et dans le fond, il faisait passer des nains. C'est dément. Même quand on sait, quand on regarde le plan, c'est impossible à voir. C'est impossible à voir. Moi, je l'ai regardé, mais image par image, ce plan. Et en fait, on ne voit rien. Or, tout est en perspective forcée. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui est très beau quand on travaille en studio, c'est qu'on maîtrise tout. On maîtrise la lumière, on maîtrise la couleur, mais on maîtrise aussi l'échelle. Et ça, c'est en regardant beaucoup des films de Troner que j'ai compris ça. Et ce jeu d'échelle, ce jeu, c'est vraiment un travail de sculpteur, de peintre. Et tout ça combiné avec de l'architecture, ça fait du décor de cinéma. Et ça, c'est là-dessus où Troner était vraiment extrêmement fort. C'est qu'il savait jouer sur l'échelle 1 quand il fait la boutique d'Irma la Douce, et que finalement, un peu plus loin, on commence à être de plus en plus petit et de plus en plus petit, et que dans un studio de cinéma qui peut faire que 30 ou 40 mètres de long, il aura créé une rue de 200 mètres de long. Et quand on arrive à faire ça, en fait, on n'est pas juste là pour faire un fond de décor, on n'est pas juste des constructeurs, on est là pour amener une dimension supplémentaire au film. Lorsque Wilder demande à Troner d'offrir Irma, ça c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'il vient de faire un extérieur purement américain, que c'était un boulot intéressant, mais là il lui demande de réinventer Paris, et de réinventer Paris
non pas tel que Paris est, mais tel que les Américains rêvent Paris. Moi, j'aimais beaucoup cette sorte de travail. Parce que ça te donne une liberté, tu comprends, tu représentes une ville. La ville, c'est quand même, il faut reconnaître, mais ce n'est pas un documentaire, c'est autre chose. Il y a une qualité qui sort, il y a un arôme, il y a un parfum d'une ville qu'on connaît. Moi, ça m'intéressait beaucoup avec Billy parce qu'il avait une grande légèreté. Et en même temps, il lui propose un défi difficile à relever. Il va falloir qu'il construise en studio, non pas l'intérieur simplement des Halles, mais les rues qui entourent cet intérieur des Halles, avec les pavillons qu'on voit se dessiner dans les lointains. C'est-à-dire, c'est un décor très très impressionnant. Je crois que Trôneur a très très vite compris que son vrai problème, ça n'allait pas être de construire le décor, mais c'est de meubler le décor. Il fallait tout amener, il fallait tout prévoir. Et tout était vrai, jusqu'aux dernières boîtes d'allumettes, tu comprends, composées sur la table, les choses, typiquement la vaisselle, tous les accessoires, tout était amené de Paris, parce que c'était moins cher que chercher Hollywood à refaire. Et puis après, la contrainte la plus immédiate qu'il savait qu'il allait rencontrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met des tonnes de légumes, des tonnes de morceaux de viande et de poissons et des choses comme ça sous les projecteurs à l'intérieur d'un studio fermé. Ça veut dire qu'au bout d'une demi-heure, tout est en décomposition. Et ça, c'est le problème du décorateur à nouveau. On est allé faire les légumes, les choux-fleurs, tout ça, c'était moulé sous vide. C'était très amusant comme chose. Et il y avait tout un service de ce qu'on appelle les effets spéciaux qui préparait ça et qui était peint. On est arrivé à mouler des huîtres parce qu'il n'y a pas de huîtres aux États-Unis. Il y en a, mais ça coûte une fortune. Oui, en plus, le thème était très joli parce que moi, je demande toujours les metteurs en scène qu'est-ce qui m'explique le film en une phrase. Et Billy m'a dit, écoute, c'est un sujet merveilleux, c'est l'homme qui est jaloux de lui-même. Moi, je trouve que la nourriture et la sexualité, ça marche très bien ensemble. Les gens font un bon repas et après ils s'en vont, ils font un jambon en l'air quelque part. Bon, c'est tout à fait normal. Mais pour une comédie, c'était épatant comme thème, comme véhicule. L'homme qui voulut être roi. C'est un roman de Kipling et ça se passe au Kafiristan. Et il a convaincu la production américaine, après avoir fait des repérages dans le Kafiristan, l'Afghanistan, etc., de venir au Maroc, qu'il connaissait bien, qu'il connaissait de l'époque d'Othello. C'est lui qui a amené quand même toute une équipe énorme, américaine, on va dire, à faire changer de pays. Donc le décorateur, là, on se rend compte que là, le décorateur a un poids de décision quelquefois essentiel. Le problème d'Amlon, quand il voulait trois, c'est construire les ruines d'une ville grecque où Alexandre a progressé. Tout est construit. Il n'y a rien qui existait. Non, mais d'abord, il fallait trouver l'endroit où les Grecs auront mis un temple. C'est un endroit sacré, c'est pas n'importe où. Je l'ai cherché longtemps. Finalement, je l'ai trouvé. C'était dans une exploitation des amandiers et on a construit le pays. C'est un énorme travail. C'est une ville qu'on a construite. Tout ce que l'on voit dans le film, les statues, les moulures, les objets, les totems, je ne sais plus, tout ça, ça a été dessiné pièce par pièce, réalisé en plâtre. Même les sols, les grandes dalles de sol, ce sont des moulages de plâtre qui sont répétés, etc. Donc c'est un travail énorme qu'on n'imagine pas et qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Il faut bien 2 mois, 2 ou 3 mois pour construire un tel décor.
l'astuce d'un décorateur. Il ne peut pas tout montrer. Mais comment est-ce qu'il le montre? Quelles sont les parties qu'il ne peut pas construire? Comment est-ce qu'il le cache? Tu triches jusqu'au moment que tu as quelque chose au premier plan. Le décorateur doit déjà donner la possibilité que cette imagination continue. Ça veut dire qu'il excite l'imagination, qu'il y a beaucoup de choses autour. Il y a toujours une transposition et je pense que c'est le vrai travail du décorateur, trouver ces transpositions justes. Et quand il fallait montrer, tu ne trouves pas des endroits comme ça, il faut les créer. Il faut les créer artificiellement, le pourvu que le public y croit. Entre l'arrivée de Trôneur aux États-Unis et L'homme qui voulut être roi en 1974, c'est plus de 20 films et un Oscar pour La Garçonnière. Malgré le succès, il fait le choix de réinstaller son activité en France. Il pose alors ses valises en Normandie. J'étais aux États-Unis, la Californie est merveilleuse, mais il n'y a pas de saison. Et moi, j'avais envie d'avoir une maison dans un endroit où on respire, tu comprends, où les conditions atmosphériques sont différentes. Alors, j'ai eu l'occasion d'acheter cette maison, je l'ai achetée. On a coupé avec la civilisation, avec la ville. C'était mon poumon à cette époque. Jacques Prévert y vieillissait, j'avais envie de le voir, j'avais envie encore de passer un certain temps avec lui. Il était bien là-bas, d'ailleurs, pendant les 5 dernières années de sa vie, il n'a pas quitté le lit, il n'est jamais remonté à Paris. Il y a un poème inédit de Jacques Prévert qui dit « Quelque part en plein air, une rue est tracée, une façade dressée. À son heure, comme les acteurs, arrivera le soleil levant. Trôneur lui a donné rendez-vous un peu au-dessus du toit. » Puis ça continue par « Décor de Trôneur, architecture imaginaire de rêve, de plâtras, de lumière et de vent. Décor de Trôneur, si beau, si vivant. » C'est bien d'avoir un poème de Prévert consacré à soi, comme ça. Ben, évidemment. Surtout, c'est un joli poème. J'ai beaucoup aimé Jacques. Et je pense qu'il m'a bien aimé. Alexandre Trôneur a 70 ans. Il est maintenant en France et renoue avec une génération de réalisateurs moins naturalistes que ceux de la Nouvelle Vague. Joseph Losey fait appel à lui pour Monsieur Klein puis Don Giovanni. Avec ces 2 films, Trôneur obtient 2 Césars en 1977 et 1980. Bertrand Tavernier, admirateur passionné du cinéma de Carnet, Prévert et Trôneur, le sollicite pour faire les décors de Coup de torchon. Je l'ai choisi contre l'avis un peu des producteurs, des financiers. Il y avait de fortes réticences. Il traînait une réputation de décorateur cher. En plus, il avait un certain âge. On fait un voyage de repérage à Saint-Louis. Il dort tout le temps. Et moi, j'ai un peu la trouille. Je me dis, mais est-ce que j'ai eu raison de l'imposer ? On a rendez-vous dans le palais du gouverneur de Saint-Louis. Il nous accompagne. Là aussi, il est sur sa chaise. Il a les yeux baissés. J'ai l'impression qu'il dort. Pendant une seconde, le gouverneur s'absente. Et Trôneur me dit, est-ce que tu as remarqué que quand ils ont ouvert la porte, là, dans la pièce d'à côté, il y a une carte de l'Afrique française qui doit dater de 35-36. Et je me suis dit, finalement, il ne dort pas. C'est qu'en fait, et ça, c'est tout Trôneur. Avant d'aller à Saint-Louis, il m'a montré 2-3 croquis, mais des petits croquis. Une fois qu'il a été installé à l'hôtel de la Poste, j'ai vu tous les dessins. Et là, j'ai été totalement impressionnée. Je me suis dit, mince, je ne suis pas du tout à la hauteur. Évidemment, il n'avait pas besoin de moi pour la construction. Il avait son équipe de art director, de peintres et tout ça. Et donc, à leur contact, j'ai compris ce que c'était que ce travail, en fait. C'était de concevoir toute une atmosphère, toute une vie autre.
Et je trouve que les dessins de Trauner, et là où ils ont vraiment beaucoup de poésie, c'est qu'ils donnent énormément d'indications, mais à la fois, ce ne sont pas des dessins fermés, ce sont des dessins qui... La poésie, la qualité picturale des dessins et des peintures de Trauner laisse beaucoup de place aux acteurs, à l'histoire, aux costumiers. C'est pas quelque chose qui est fermé, c'est un peu le contraire d'une image de synthèse. Il dessine les chiottes, son chef constructeur construit les chiottes, il vient visiter l'atelier, il regarde le décor et dit c'est bien. C'est à peu près la forme. Le truc était vieilli, patiné, raboté. C'est très bien, très bien, très bien. Maintenant, vous le cassez. Vous cassez tout. Cassez le décor. Voilà. Maintenant, mettez toutes les planches dans la flotte, dans la merde, dans la terre. Donc, ils ont passé une semaine à détruire le décor. Et puis maintenant, avec les mêmes planches, reconstruisez le décor. Et c'est le décor qu'on voit au film. Et personne ne peut imaginer que ces chiottes ont été construites 2 heures avant. Merci, Cordy. Qu'on me les foute en l'air, ces chiottes de malheur. Je ne vais plus les voir, vous entendez? Plus jamais! Et que ça disparaisse tout de suite. C'est juste des petits détails, des petites choses qui vont faire que, comme il disait lui-même, ce qui est important, c'est que le public croit. Pourquoi tu l'enlèves, ta robe? Moi, je voulais juste te prendre sur mes genoux pour te dire ce que j'ai à te dire. Mais tu me le diras après. Allez, viens. Quand il n'y a pas eu de bambou, parce que c'était pas la saison, pour faire une sorte de rideau avec des bambous, et puis il n'y avait pas de bambou. Il a pris des nouilles. Il a fait un rideau de nouilles. C'était un casse-tête pas possible. On a fait les rideaux 2 fois. Parce qu'évidemment, ils ont ramolli, parce qu'une fois qu'on les a enfilés tous, c'était un tas. Et on s'est mis à 10 et on les a tous fabriqués le matin du tournage. Comme ça, c'était la seule solution de les avoir pour le tournage. Et c'est magnifique. Je conseille rideau en pâte, mais temporaire. Oh mais viens, allez, j'ai envie de toi. Mais c'est rapport à Marc Caillou. Il lui est arrivé quelque chose. Mais on s'en fout de Marc Caillou. Dommage qu'il soit pas crevé, celui-là, tiens. Bah justement, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il a les boyaux qui lui sont remontés dans le dos. Ben voilà, le rideau de nouilles, il marche super. Il marche super. Et il a rien goûté. Il faisait tout le temps ces personnages, ça nous donnait les échelles. On se disait, ben oui, il va falloir que je privilégie telle chose, cette fenêtre, cet axe, ces couleurs. C'était incroyablement stimulant. Il me donne une topographie qui immédiatement me donne des idées de découpage. Il était là-dessus d'une force extraordinaire. Il avait une compréhension, je crois, incroyablement synthétique du cinéma. Il avait un énorme respect pour ce qu'était la réalité, qu'on dirait exotique, mais qui était la réalité de ces lieux où il allait. Et en même temps, ce respect n'était absolument pas une soumission. Donc, son rapport à la réalité exotique était à la fois comme ça très soucieux d'exactitude et très conscient de la nécessité de la liberté, de la nécessité de la réinvention, mais tout simplement parce qu'on en revient toujours à l'idée qu'arriver au vrai, ce n'est pas par la stricte reproduction du réel qu'on y parvient. C'est en touchant à l'essence du vrai. L'exotisme, qui peut être le désert
La Méditerranée, l'eau, etc. C'est dans la tête des gens. On le connaît maintenant, on connaît tout. Il n'y a pas une partie du monde qui n'était pas montrée visuellement par les revues, par les documentaires. Tout le monde connaît les choses, on ne peut plus tricher. Bon, écoute. Mais l'exotisme, qu'est-ce qu'il peut dire? Peut-être le bout de la rue qu'on a ici en bas est plus exotique que le décor qu'on trouvera entre Singapour et Manille ou je ne sais pas où. Ce qu'a fait Troneur et qu'on voit, j'ai revu Ciao Pantin il n'y a pas longtemps, et qui est absolument incroyable, c'est qu'on sent vraiment qu'il a construit cette station dans un décor réel, mais il a réussi à préserver cette poésie. Il y a un choc incroyable entre cette station-service et ce quartier. Et surtout, ce que je trouve très touchant, c'est qu'on sent que Troneur et Berry ont essayé de montrer un Paris en train de se déliter, ce Paris de Ménilmontant, de Stalingrad, mais qui était tout pourri, en allant chercher des décors naturels vraiment très très particuliers. Et ça donne une couleur incroyable au film. Et le film, je trouve, est esthétiquement toujours extrêmement beau. C'est toute l'histoire des décors d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on peut se greffer sur un décor réel. Et après on continue dans l'imaginaire, c'est l'histoire de Subway avec Luc Besson. Il y a le métro, mais il fallait faire un métro imaginaire, ça veut dire un environnement imaginaire qu'on ne pouvait pas tourner, qui n'existait pas, pour augmenter la valeur de l'environnement. L'un des grands apports de Troneur sur Retour de minuit, ça a été de me convaincre de ne pas faire le film en noir et blanc. Il m'a dit ce serait trop évident de le faire en noir et blanc, ça deviendra esthète, ça risque d'être trop joli. Et moi je peux te faire une chose, par contre je peux te donner les couleurs de minuit, il m'a dit. Je peux te donner des couleurs comme ça, qui sont des couleurs nocturnes. Une rablette, une rablette. Je pense que ça doit faire exactement. La ville peut être colorée. Paris, moi je me rappelle très bien la couleur de Paris de cette époque, qui était une sorte de grisaille qui était après la guerre, qui était très beau. Dans cette grisaille, il y avait énormément de variations. C'est parce qu'il a l'expérience de ce Paris-là, qu'il a fait beaucoup de films là-dessus, que là, je sais encore que le studio, non seulement va me donner quelque chose d'important, qui est un décalage par rapport au naturalisme. Le studio amène un côté rêvé. Troneur avait assimilé l'une des ambitions du film, dont personne n'a parlé, qui était d'enregistrer la musique en direct, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, on arrivait avec ça, ces peurs. Et Troneur avait tout de suite cassé ses peurs quand il avait dit à Herbie Hancock, qui posait toutes les questions, il a dit « mais je connais les problèmes du son ». Il avait dit de sa toute petite voix « j'ai fait les décors du premier film français parlant sous les toits de Paris ». Là, ça a clos la discussion. Je veux dire, et quand Herbie est arrivé pour faire les essais de piano, il a dit « mais si tous les clubs de jazz pouvait sonner comme ça, notre vie serait formidable. » Le silence complet, complet, complet. Musique. I've had that man for 15 years. Paid all his room and board. Once he was like a Cadillac. Now he's like an old worn out Ford. Tous les films sur la musique, New York, c'est du playback. Bird, c'est du playback. C'est tout en playback. Là, la musique était enregistrée en direct avec 32 pistes sur le plateau. Et on l'a gagné, ce pari.
Et on l'a gagné en partie grâce à l'acoustique des décors de Troner. Tonight, we welcome the triumphant return of Mr. Dale Turner. L'acoustique du lieu, elle n'est pas créée par de longues études, elle est juste créée par sa capacité à s'imbiber d'une connaissance des lieux qu'il va avoir à recréer et à les recréer comme ils existaient. C'était la proportion d'une vraie scène de jazz. Les tables bien serrées, le bar à l'autre bout, la porte qui fermait, qui donnait avec un petit sas, je crois, sur la rue, les chiottes un peu à droite, enfin bref, tout y était. Ce qui fait que ça recrée l'atmosphère et l'acoustique. Enfin, quand on passait la journée dans ce bar, on avait l'impression de passer la journée dans une boîte de nuit, quoi. On n'avait pas l'impression de passer la journée à épiner sur le plateau F. Troner, pour moi, c'est une petite silhouette d'un petit monsieur qui marche et qui ouvre des portes magiques. Il a vraiment apporté un œil tout à fait nouveau dans la valeur du décor cinématographique. Même sur un décor a priori qui a été fait déjà 50 fois par tout le monde, eh ben, il y avait une intention particulière, il y a un point de vue. Par son génie, il arrivait à influer sur autre chose que le décor.